Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je cède le passage au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Je passe juste après son passage, peu importe la signalisation. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive sur une intersection, à une traversée de tramway, comme l'indique le panneau d'indication. Et on a un feu qui clignote au rouge. Donc le feu qui clignote au rouge signifie un arrêt absolu. Donc ici, le tramway a donc la priorité. Est-ce que je passe juste après son passage, peu importe la signalisation? Non, on attend que le feu passe au vert, enfin qu'il arrête de clignoter au rouge plutôt. Lorsqu'il arrête de clignoter, alors là tu peux passer. Pourquoi? En général, si un tramway passe dans un sens, ça veut dire que il y a une grande probabilité qu'il y ait un autre tramway qui passe dans l'autre sens. Donc, on reste à l'arrêt jusqu'à ce que la signalisation arrête de clignoter. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 2. À l'entrée de ce tunnel, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Oui, réponse A, non, réponse B. Le stationnement sera autorisé. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois, juste à droite, on a des panneaux de signalisation. Parmi eux, il y en a deux qui vont te permettre de répondre à la question. Tout d'abord, ce panneau de limitation de vitesse à 50 km/h qui signifie que à l'entrée du tunnel, donc juste après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et non de 70 km/h. Juste en dessous, tu as un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt dans le tunnel. Donc, ici, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et le stationnement sera interdit. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 3. Le feu est rouge. Les cyclistes peuvent tourner à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regarde juste ici, au-dessus du feu rouge, on a un panneau. Alors, ce panneau-là, il fait partie de ce qu'on appelle les panneaux à vélo. Alors, ces panneaux à vélo, il faut absolument que tu les connaisses pour passer ton code de la route. Alors, c'est quoi les panneaux à vélo? Tu as par exemple les accès interdits aux cyclistes, les obligations de pistes et de bandes cyclables, les indications de pistes et de bandes cyclables, les voies réservées aux bus autorisées aux cyclistes, les zones de rencontre, les doubles sens cyclables et les débouchés de vélo. Et enfin, tu as donc ce panneau qu'on appelle
un céder le passage cycliste. Bon, on les appelle aussi tourne gauche, tourne droite, ça dépendra du moniteur que tu auras. Alors, si tu regardes bien, ce panneau, c'est quoi en fait? Bah, ce panneau, c'est un panneau céder le passage. Donc, ce panneau qui est réservé au vélo impose au vélo de céder le passage. Cependant, à l'intérieur, on a un petit vélo avec une flèche de direction. Tout droit, à gauche, à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le feu est rouge, tu as le droit d'emprunter la direction indiquée. Par exemple, ici, à droite. Cependant, c'est un panneau céder le passage. Donc, il faudra que tu cèdes le passage. Mais à qui il faudra que tu cèdes le passage? Alors, il faudra que tu cèdes le passage tout d'abord aux piétons et aussi aux véhicules motorisés que tu rencontreras. Par exemple, dans ce cas-là, si tu veux tourner à droite, il faudra tout d'abord laisser passer les piétons, s'il y en a, mais également les véhicules motorisés que tu rencontreras dans l'intersection. Donc, ici, est-ce que les cyclistes peuvent tourner à droite? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, vous avez un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses, c'est-à-dire qu'il inclut deux panneaux. Une vitesse maximale autorisée de 50 km/h et une interdiction de klaxonner. La bonne réponse ici sont les réponses A. Question numéro 5. Lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de... Réponse A, m'avancer. Réponse B, reculer. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsqu'on roule derrière un poids lourd? Ici, on va parler de visibilité et donc de champ de vision. Regardez ce qui se passe quand on roule trop près d'un poids lourd au point de vue du véhicule qu'il y a derrière. Quand on roule trop près d'un poids lourd, on a notre champ de vision. Vous voyez, j'ai mis le champ de vision en vert, ce qu'on voit. Notre champ de vision est plutôt petit. D'accord? Regardez. Si je me recule par rapport au poids lourd, vous voyez bien que maintenant on a beaucoup plus de visibilité et que notre champ de vision est plus grand. Il est beaucoup moins obstrué. En rouge, c'est le champ de vision obstrué. En vert, c'est le champ de vision réel, celui que tu vois. Donc, pour un conducteur qui suit un poids lourd, il sera préférable de reculer pour ouvrir son champ de vision et avoir une meilleure visibilité. Mais aussi, c'est préférable pour le poids lourd lui-même. N'oubliez pas qu'il a un gros gabarit. Donc, regardez, si vous êtes trop proche du poids lourd, lui avec ses rétroviseurs, parce qu'il peut que utiliser ses rétroviseurs extérieurs, voici ce qu'il verra. Il verra quasiment rien. Il verra même pas que vous êtes derrière lui. Alors que si vous reculez, là, il va pouvoir vous voir. Donc, c'est préférable pour celui qui est derrière le poids lourd et pour le poids lourd lui-même. Donc, pour répondre à la question, lorsque je roule derrière un poids lourd,
il est préférable de reculer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Le e-constat est reconnu par les assureurs français. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, le e-constat est une application qui est disponible sur tous les téléphones, c'est gratuit, c'est reconnu par tous les assureurs français et ça a la même valeur qu'un constat papier. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je m'engage dans un sens giratoire. Je passe avant le véhicule gris à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on doit laisser la priorité aux véhicules venant de gauche et qui se situent à cet endroit du sens giratoire. Une fois qu'il n'y a plus personne à cet endroit, vous pouvez alors vous engager. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, la fatigue est responsable d'1/3 des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je peux sortir à Bergerac. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le véhicule à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vous remarquerez qu'ici on est sur autoroute et on est sur la file de gauche. Ce qui nous sépare de la file de droite, ce sont des lignes de dissuasion. Donc, une ligne de dissuasion te dissuade de la franchir. Ici, est-ce qu'on peut franchir cette ligne de dissuasion pour sortir à Bergerac? Bah non, c'est totalement interdit car c'est une ligne de dissuasion. Alors, n'oublie pas, il y a 2 exceptions pour lesquelles tu peux franchir cette ligne, et seulement 2. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un véhicule lent, je t'encourage fortement à aller dans l'information. Et attention, un véhicule lent sur la voie de gauche, c'est pas du tout la même définition qu'un véhicule lent sur la voie de droite. Ensuite, la deuxième exception, c'est quoi? C'est tout simplement de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Est-ce que ici, je peux dépasser le véhicule? Oui, bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir dépasser ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 10.
Le tableau de bord indique réponse A, le niveau de carburant. Réponse B, l'état de pression des pneus. Réponse C, la quantité de liquide lave-glace. Bien, sur un tableau de bord, effectivement, vous allez avoir comme indication, parmi tant d'autres, bien sûr, le niveau de carburant et également ce petit pictogramme qui indique l'état de pression des pneus. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 11. Ce conducteur A encourt une amende s'il ouvre sa portière de manière dangereuse. B peut ouvrir sa portière immédiatement. C doit attendre que la voiture blanche passe avant d'ouvrir sa portière. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le code de la route donc, prévoit une amende de première classe, soit 11 € pour une ouverture intempestive, donc dangereuse, de la portière sur la chaussée. Donc ici, je dois attendre bien sûr que la voiture blanche passe avant d'ouvrir la portière. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Je m'arrête à l'implantation du feu. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle un sas vélo. Un sas vélo est en fait délimité par deux lignes pointillées avec à l'intérieur un marquage au sol représentant des vélos. Donc la première ligne concerne les vélos. Les vélos doivent s'arrêter à cette ligne-là au feu rouge. Par contre, les véhicules motorisés doivent s'arrêter à la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne qu'il y a derrière. Donc ici, je ne m'arrête pas à l'implantation du feu, mais je m'arrête à la deuxième ligne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Cette passagère ne porte pas sa ceinture. Elle risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'un passager adulte ne met pas sa ceinture, ce n'est pas le conducteur qui prend l'amende, mais bien le passager, parce qu'il est adulte. Par contre, si le passager est un mineur de moins de 18 ans, alors c'est le conducteur qui prend l'amende avec les retraits de points qui vont avec. Donc ici, cette passagère risque une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Un pare-brise sale peut affecter ma visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, un pare-brise sale, comme vous le voyez sur la photo, va automatiquement affecter votre visibilité.
D'ailleurs, même un rétroviseur va affecter votre visibilité. Prenez soin d'avoir toutes vos surfaces vitrées propres. Et quand je parle de surface vitrée, je parle aussi des feux. Sachez également que vous pouvez être verbalisé pour une surface vitrée sale. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Dans cette situation, réponse A, je patiente, puis je passe. Réponse B, je passe immédiatement. Alors ici, tu vois, il y a deux choses à voir. La première, à droite, on a une personne qui sort de son stationnement, portière ouverte. Donc, sur la chaussée. À notre gauche, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Ici, il va d'abord falloir laisser passer le véhicule qui vient en sens inverse. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, c'est nous qui avons l'obstacle. L'obstacle est sur notre chaussée, notre voie de circulation. Et aussi parce que il va falloir laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre nous et le piéton. Donc ici, on laisse passer le véhicule, puis on dépasse le véhicule stationné en laissant un intervalle de sécurité d'1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons. Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. Pratiquer l'éco-conduite permet de, réponse A, réduire les risques d'accident, réponse B, réduire la pollution, réponse C, faire des économies. Alors, comme son nom l'indique, l'éco-conduite, c'est une conduite économique et écologique. Donc, elle permet donc de réduire la pollution et de faire des économies de carburant. Donc, elle ne va jamais vous permettre de réduire les risques d'accident. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 18. Les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés A. En cas de pluie.
B, en cas de brouillard. C, en cas de neige. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour savoir quand utiliser les feux de brouillard. Alors, ce moyen mémotechnique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On l'utilise dans toutes les auto-écoles de France depuis que la sécurité routière existe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un BN, d'accord, et on va considérer que le BN est une voiture. Ok? Donc, à l'avant, il y a les parents. Et à l'avant, les parents vont à la BNP. Brouillard, neige, pluie. Donc les feux de brouillard avant, on peut les utiliser en cas de brouillard, de neige et de pluie. Les enfants, eux, sont à l'arrière et mangent des BN. Donc, BN pour brouillard et neige. Donc les feux de brouillard arrière, on les utilise en cas de brouillard et de neige. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Le motard est en train d'effectuer un virage à gauche. Son corps se déplace donc vers réponse A, à gauche. Réponse B, à droite. Alors, ici, effectivement, le motard est en train d'effectuer un virage à gauche, à sa gauche, hein, donc notre droite. Donc, son corps, lorsqu'il va s'incliner, son corps va automatiquement se déplacer ou se pencher vers la gauche. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Ce panneau indique un emplacement d'arrêt d'urgence. Je peux m'arrêter à cet emplacement. Réponse A, si je tombe en panne. Réponse B, si je fais un malaise. Réponse C, si je souhaite téléphoner. Alors, ce panneau-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle un panneau d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, ça ressemble à quoi un arrêt d'urgence? Ça ressemble à ça. Hein. Et en général, dans ces emplacements, tu trouveras aussi un poste d'appel d'urgence. Donc, ces panneaux, cet emplacement, comme son nom l'indique, emplacement d'arrêt d'urgence. Donc, c'est pour les urgences. Donc, par exemple, si tu tombes en panne, si tu fais un malaise, si tu fais un accident, mais surtout pas pour téléphoner. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 21. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A, non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels, n'oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc, protéger tout d'abord, alerter, et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours, c'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue? Alors, tout dépend de deux choses.
est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà. Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente. Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire ni à manger, quoi qu'il arrive, hein, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 22. Ma voiture dispose de 4 places pour les passagers. Je peux prendre un autre passager en plus, car il est de petite taille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est formellement interdit de faire asseoir un passager sur un siège qui n'existe pas. Si votre voiture possède 4 places pour les passagers, alors c'est 4 passagers. Si la voiture dispose de 7 places, alors ce sera 7 passagers. C'est un siège par passager. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Ce pictogramme indique une panne de batterie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, ce pictogramme indique une panne de batterie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu remarqueras que devant nous, donc on a un piéton à droite qui prenait son chien, et surtout, on a une ligne blanche continue. Alors, tu peux dépasser le piéton à condition de le dépasser en chevauchant la ligne blanche. Hein. Tu n'as pas le droit de le dépasser en franchissant la ligne blanche, c'est-à-dire d'avoir les 4 roues à l'extérieur de cette ligne. Tu dois donc chevaucher, c'est-à-dire avoir 2 roues à l'intérieur de la ligne et les 2 roues à l'extérieur de la ligne. Bien sûr, il faudra respecter un intervalle de sécurité, mais ce n'est pas la question ici. Donc, ici, est-ce que je peux dépasser ce piéton? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Une ceinture vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, effectivement, une ceinture mal placée ou vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Je peux m'arrêter devant l'arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors non, il est formellement interdit de s'arrêter ou de stationner devant un arrêt de bus. Ça constitue une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. Je tourne à gauche tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Question numéro 28. La prise de cannabis augmente la prise de risque. Oui, réponse A, non, réponse B. Augmente le temps de réaction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors effectivement, la prise de drogue en général, c'est-à-dire de stupéfiants, c'est-à-dire de substances classées comme illicites, donc vont augmenter la prise de risque et vont augmenter le temps de réaction. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A,
et C. Question numéro 29. Je tourne à droite. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma de la situation. Donc, nous, on a un stop. Donc, on doit marquer l'arrêt. On veut tourner à droite. Donc, logiquement, on va devoir laisser la priorité au véhicule venant de gauche, de notre gauche. Pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce que je dois aussi laisser céder le passage plutôt aux véhicules qui viennent de droite? Étant donné que je tourne à droite, est-ce que c'est pertinent de laisser de céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Eh bien oui. Eh bien oui. Par exemple, un véhicule qui vient de droite pourrait par exemple doubler un vélo. Hein? Là, on a des traits pointillés, il peut doubler un vélo. D'ailleurs, il peut même doubler un vélo avec un trait continu. Donc s'il double un vélo, il sera sur la voie. Et il faudra lui laisser le passage. Donc, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche? Oui, réponse A. Et est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Oui, réponse C. Question numéro 30. Cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette commande, il n'y a que le conducteur qui l'a au niveau de sa portière. Si vous regardez bien, tout en bas, il y a un bouton. Ce bouton, c'est le verrouillage des vitres de toute la voiture. C'est-à-dire que lorsque c'est activé, lorsque vous appuyez dessus, il n'y a que vous qui puissiez lever ou descendre une vitre. Alors, juste au-dessus, vous voyez, il y a 4 boutons avec des vitres. Ça, c'est les commandes de chaque vitre du véhicule. En bas pour les vitres arrière, en haut pour les vitres avant. Et puis, tout au-dessus, vous voyez, il y a d'autres boutons. Ces boutons-là, ils sont réservés au réglage des rétroviseurs extérieurs. Alors, sachez que chaque modèle de voiture a des commandes différentes. Donc, les commandes diffèrent d'un modèle de voiture à l'autre. Comment ça fonctionne le réglage des rétroviseurs? Par exemple, sur cette commande, il faut juste tirer le loquet à droite pour régler le rétroviseur de droite. Et ensuite, appuyer sur les boutons flèche vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas pour régler le rétroviseur. Ensuite, si tu veux régler le rétroviseur de gauche, tu dois pousser le loquet à gauche et ensuite régler le rétroviseur. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que cette commande permet de régler les rétroviseurs extérieurs? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. La chaussée est habituellement en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on voit qu'on est dans une chaussée avec des travaux et comme le panneau jaune le montre, à double sens. Mais habituellement,
regardez encore sur le côté gauche. On a une ligne blanche. Donc habituellement, cette route était en sens unique. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 32. Question numéro 12. Une conduite supervisée permet d'avoir une période probatoire de 3 ans, réponse A, 2 ans, réponse B, 1 an, réponse C. Alors, il existe 3 types de conduite accompagnée. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le permis AAC, donc apprentissage anticipé de la conduite. C'est ce qu'on appelle le plus communément conduite accompagnée. Donc, vous pouvez y souscrire à partir de 15 ans et une fois le permis en poche, vous avez une période probatoire de 2 ans et non de 3. Ensuite, vous avez la conduite encadrée. Donc, celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de l'âge de 16 ans. Et elle ne vous permet pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc, vous avez un probatoire de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite supervisée. Celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de 18 ans. Et elle ne vous permet toujours pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc vous avez un probatoire également de 3 ans avec une conduite supervisée. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 33. Le chargement ne doit pas dépasser l'extrémité arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'extrémité avant du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque vous chargez un véhicule, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors, concernant la réglementation sur le chargement d'un véhicule, vous devez savoir tout d'abord que le chargement ne doit jamais dépasser l'extrémité avant du véhicule. Concernant l'extrémité arrière du véhicule, le chargement peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule jusqu'à 3 mètres. Sachant que, à partir d'1 mètre, vous devez placer un dispositif réfléchissant. Concernant maintenant les dimensions en largeur, votre chargement ne doit jamais dépasser 2,55 m. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 34. Lors d'un fort épisode neigeux, il est obligatoire de mettre en tout temps, réponse A, des chaînes, réponse B, des pneus neige. Je roule, réponse C, avec précaution, réponse D, à une vitesse adaptée. Alors ça, c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises dans l'information et aussi dans les vidéos YouTube. Est-ce qu'il est obligatoire de mettre en tout temps des chaînes ou des pneus neige ou un dispositif antidérapant? Eh bien non.
Hein, cette obligation ne concerne que 34 départements qui sont soumis à l'obligation du 1er novembre au 31 mars. Hein, en général, vous trouverez ce panneau à l'entrée des zones concernées. Est-ce que je roule? Réponse C, avec précaution ou à une vitesse adaptée? Eh bien les deux. Je roule avec précaution parce qu'effectivement il neige et il y a des risques de verglas et de glissement. Et je roule également à une vitesse adaptée due aux conditions. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses C et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 35. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à gauche, on appelle ça une voie de stockage. Donc cette voie est réservée à ceux qui veulent tourner à gauche. En aucun cas, j'utilise cette voie, même pour dépasser un vélo. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je rétrograde. Réponse C, je reste sur ma voie. Alors ici, on est sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Actuellement, je roule à 66 km/h. Alors, il n'y a aucune raison de rétrograder parce qu'on voit le véhicule noir devant nous aller même plus vite que nous, s'éloigner. Il n'y a aucune raison d'accélérer parce que là, je me fais dépasser par la gauche. Et en plus, je viens tout juste de m'insérer sur la route. Donc pour l'instant, je reste sur ma voie et je maintiens ma vitesse. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés
et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Je dépasse le cycliste en laissant un intervalle de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, comme tu peux le voir, on a un camion qui est garé à cheval entre la chaussée et le trottoir. Donc là, le cycliste risque de se décaler. Donc ici, on ne dépassera pas le cycliste, peu importe l'intervalle de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 38. Je veux aller tout droit. Je dois céder le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on arrive à un sujet qui est quand même assez important lorsqu'on passe le code de la route. C'est les rétrécissements de voies, et notamment la priorité lors des rétrécissements de voies. Regardez ici dans cette situation, en face de nous on a une voie rétrécie. Vous voyez bien qu'on ne peut pas passer à deux voitures, même ici un vélo et une voiture. Regardez bien, il y a un petit panneau d'indication avec deux flèches. Une flèche blanche et une flèche rouge. Alors, là on est typiquement dans un rétrécissement de voie, qui est régulé par des panneaux de signalisation. Alors, ici je vous ai fait une petite animation où on voit un rétrécissement de voie. Les rétrécissements de voie sont généralement en fait régulés par des panneaux. En général, deux panneaux. Un panneau d'indication, bleu, et un panneau d'interdiction. Donc, circulaire, cerclé d'un rouge sur fond blanc. Alors, regardez ici le véhicule à gauche. Le véhicule de gauche voit le panneau d'indication. Donc, ce panneau d'indication a une flèche blanche et une flèche rouge. La flèche blanche est de son côté. Il est du côté droit. La flèche rouge vient dans son sens inverse. Donc lui, ce qui le concerne, c'est la flèche blanche. La flèche est blanche, donc il a la priorité. Alors que le véhicule qui vient de droite, lui, ce qu'il voit, c'est un panneau d'interdiction. Et regardez, la flèche est rouge sur le côté droit et noire sur le côté gauche. Donc lui, la flèche qui le concerne, c'est la flèche rouge. Tout ça pour dire que le véhicule qui vient de droite voit le panneau d'interdiction avec la flèche rouge de son côté. Il n'a donc pas la priorité. Alors que le véhicule qui vient de gauche, lui, a un panneau d'indication avec une flèche blanche sur son côté. Donc, il a la priorité. Donc, ici, c'est d'abord le véhicule de gauche qui passe. Et ensuite, le véhicule de droite qui passe en deuxième position. Alors, si on revient à notre cas. Ici, certes, on a un panneau d'indication. La flèche blanche est de notre côté, donc on a la priorité. Donc, on a la priorité. Normalement, on devrait passer. Oui, mais seulement là, il y a des vélos qui sont déjà engagés. Les vélos sont déjà engagés. Donc, étant donné qu'ils sont déjà engagés, on n'a pas la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions.
Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 39. Conduire dans un état de fatigue augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, la fatigue est par exemple responsable d'un tiers des accidents sur l'autoroute. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Cet outil permet le remorquage d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, cet outil, tu peux soit le fixer à l'avant ou à l'arrière du véhicule, comme tu le vois sur la vidéo. Alors, il permet tout simplement soit de remorquer un véhicule si tu le places à l'arrière, soit de se faire soi-même remorquer par un autre véhicule
si tu le places à l'avant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.